Hello chers cavaliers et chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur le podcast J'entraîne mon cheval. Ce podcast il est complémentaire au blog. Sur le blog on reste axé vie quotidienne, on parle conseils, on parle exercices. Avec le podcast, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Ensemble, nous allons interviewer des personnalités ou des experts équestres pour qu'ils nous parlent de leur vision du lien entre un cavalier et son cheval. Et le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes dans notre propre lien avec les chevaux. Si l'idée du podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Écoutez les différents épisodes. Cette semaine, ça peut être un bon moment. Notez-le sur la plateforme de votre choix. Mettez-moi par exemple 5 étoiles sur iTunes ou un commentaire ou un like sur la publication. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « À la découverte du dressage » car mon invité du jour est Pierre Beaupère Dressage. Pierre est cavalier professionnel, il est professeur de dressage. Vous le connaissez très probablement. Il a monté le projet Évolution, dont vous avez sûrement entendu parler, pour aller à la rencontre avec ses chevaux de plusieurs experts dans leur domaine. Dans cet épisode, nous, on va parler dressage et de ce qu'on peut mettre derrière ce mot. Parce que mon expérience de dressage à moi, elle se limitait quand j'étais jeune à prendre des cours dans la semaine, et c'était pas mes cours préférés. Et puis, elle se limitait aussi aux reprises que j'ai pu faire pour passer mes galops. Plus récemment, maintenant que je suis adulte et que j'ai orienté ma pratique vers l'équitation d'extérieur, je me sens loin de l'imaginaire qu'il y a derrière le mot dressage. Pourtant, moi aussi, j'ai besoin d'avoir un cheval en équilibre, léger, musclé. Alors, on va parler avec Pierre de ce mot, de tout l'imaginaire qu'il peut y avoir et des notions que chacun peut avoir pour se réapproprier la pratique. On va pouvoir également parler du parcours du combattant pour devenir cavalier professionnel, mais aussi du sens qu'on peut mettre dans sa vie quand on souhaite se mettre au service des chevaux. Cette rencontre, j'ai eu la chance de pouvoir la faire quelques jours avant le confinement. Je vous invite donc à redécouvrir Pierre. Je lance l'épisode à la découverte du dressage. Je pense que j'ai eu un bon professeur pendant 1 heure. Alors bonjour Pierre. Bonjour Angélique. Merci de m'accueillir chez vous avec pour grand plaisir. Cette interview sur le podcast qui me fait hyper plaisir. Je pense que ça s'entend que j'ai le sourire. Ça se voit en tout cas. Je suis vraiment contente de vous rencontrer. Et puis surtout que vous êtes professionnel dans une discipline que je connais peu, qui est le dressage. Donc ça me fait extrêmement plaisir de rencontrer un cavalier de dressage. Pour les invités qui nous suivent, je pense que tout le monde connaît brièvement votre histoire, mais j'aimerais bien du coup qu'on la détaille, parce que vous avez un parcours qui est extraordinaire, au sens premier du terme. Donc cavalier pro, professeur de dressage, longue histoire avec les chevaux, qui commence jeune. À 9 ans, oui. À 9 ans. Ouais. Vous êtes tombé dans l'équitation par hasard? Non, plutôt forcé, on va dire. Contraint et forcé, on va dire. Dans le sens où j'étais un petit garçon extrêmement timide, un peu dans les jupes de ma maman. Et le premier stage d'équitation où mes parents m'ont inscrit, je pense que c'était pour m'obliger à être un peu loin d'eux, loin de la famille, et m'obliger à me sociabiliser un peu avec les autres enfants. Ça a été, je dis contraint et forcé parce que je me souviens avoir pleuré non-stop les 3 premiers jours du stage. Alors pourquoi les chevaux? Parce que mon père était cavalier, avait une vraie histoire de cavalier. Il avait vraiment été un très bon cavalier de dressage. Donc je pense que c'est ça qui les ont dirigés vers ça plutôt que le tennis ou n'importe quel autre sport. Et voilà, c'est vraiment le premier contact avec les chevaux, en tout cas, est là. Et puis, effectivement, à la fin du stage, j'avais suffisamment accroché pour que mes parents m'inscrivent dans un club pas très loin de chez moi. Et j'ai vraiment eu un parcours très classique à ce niveau-là, de commencer dans un club et de prendre des leçons avec des poneys et avoir cours le samedi matin et à tomber 2 ou 3 fois par samedi. Donc, oui, ça nous est tous arrivé. Voilà, effectivement. Et donc c'était vraiment sans aucune préparation. Je me souviendrai toute ma vie que le moniteur m'a assis sur un cheval en plein milieu d'une prairie en me disant pour tourner à gauche, tu tires à gauche, pour tourner à droite, tu tires à droite, pour t'arrêter, tu tires sur les deux. Maintenant, tu nous attends là, on va chercher les autres chevaux. Et on m'a laissé planter là à 9 ans en panique totale. Et voilà, et puis c'était ma première introduction aux chevaux était pas forcément dans la délicatesse et dans la psychologie, on va dire. Bah, du coup, ça me fait penser à une question. Là. L'enseignement de l'équitation aujourd'hui, vous en pensez quoi? On peut en discuter pendant des heures, effectivement.
je suis peut-être un peu plus nuancé comme souvent que les discours qui sont super pour ou super contre. Je pense que le plus gros problème, c'est que, et en particulier en France vis-à-vis des diplômes, en soi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des diplômes. Maintenant, je pense que là où on trompe un petit peu les futurs professionnels, c'est en leur faisant croire qu'il suffit d'avoir un diplôme pour être un bon enseignant ou un bon cavalier professionnel. Et je me souviens toujours de cette phrase de Michel Henriquet qui disait un bon cavalier, c'est comme un bon chirurgien, il faut 10 ans pour le former. Et pour moi, on est dans ce temps-là à peu près de 9-10 ans pour vraiment faire un cavalier qui peut s'adapter à n'importe quel élève, à n'importe quel cheval, qui a les connaissances suffisantes que pour mener un cavalier ou un cheval du tout début jusqu'aux exercices les plus difficiles. Et donc en soi, le diplôme, c'est pas plus mal parce qu'effectivement, ça donne un accès à la profession. Maintenant, un diplôme sur 2 ans, le problème, c'est qu'on forme un peu plus des animateurs que vraiment des cavaliers pros, avec toute la noblesse, on va dire, qu'il pouvait y avoir derrière le terme et toute la connaissance du cheval qu'il pouvait y avoir, quoi. Okay. Donc voilà, ça c'est la version courte en tout cas de mon avis. Non mais merci, j'ai dévié, mais là ça m'y a fait penser. Et donc si on revient à votre expérience des chevaux, ça démarre finalement avec, je vais pas dire de la peur, mais en tout cas un petit peu, parce que vous n'êtes pas si à l'aise que ça. Oui, complètement. J'étais terrorisé même systématiquement avant de monter. Le fait de tomber et d'avoir eu pendant très longtemps le record de l'écurie du nombre de chutes où je suis tombé 6 fois sur 1 heure de leçon n'a pas aidé évidemment, mais c'est vrai que les chevaux avaient un côté... on existait très peu dans le monde des chevaux. Ils avaient ce côté très bétail, on va dire, parce que c'était encore l'époque, je suis plutôt jeune quand même, donc il y avait encore des chevaux en stall qui étaient attachés toute la journée, donc c'était à l'ancienne. Et puis les chevaux, en fait, finalement, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le samedi matin, quand on montait, qu'il faisait froid en hiver, ou les premières fois qu'on commençait à monter dehors, et dès qu'il y avait une feuille qui tombait, tous les chevaux partaient en rodéo, et tout le monde tombait, et puis on se relevait, on se remettait dessus, et donc il n'y avait pas du tout, c'était un peu... Qu'est-ce qu'on fait sur cet animal qu'on contrôle pas vraiment, qu'on connaît pas vraiment, qui vit sa vie sans vraiment s'occuper de nous? On se sentait vraiment, c'était des chevaux de manège, donc qui nous jaugeaient un petit peu quand on arrivait dans le box, qui nous regardaient de la tête aux pieds pour décider ce qu'ils allaient faire de nous. Donc il y avait vraiment cette déconnexion entre eux et nous, plus le fait que pour un enfant, c'est un animal qui est vraiment très très impressionnant, surtout quand on le comprend pas. Donc voilà, c'est vraiment ma peur venait de là, de rien contrôler, de pas comprendre cet animal-là, et ça a généré, je pense, une grosse partie de mon intérêt après à comprendre les chevaux et de la psychologie du cheval qui m'a vraiment beaucoup attiré en tout cas. Et comment vous avez fait du coup à cet âge-là pour malgré tout continuer à monter ? Vous avez déjà eu un début avec le recul, du coup, un début de cheminement, ou ça s'est venu vraiment plus tard Je pense que ça, c'est lié une partie à l'éducation que j'avais eue, où mes parents ont été suffisamment encourageants que pour pas faire une montagne de ma peur, et je vais pas dire me forcer à aller au-dessus de ma peur parce que c'était pas du tout dans ce sens-là, mais ils étaient suffisamment encourageants pour me donner confiance de continuer. Et après, je pense qu'il y avait le virus des chevaux qu'on connaît tous, je pense qu'il était là et que il y avait une vraie fascination pour l'animal mêlée à de la peur, et sans doute que la peur a encore augmenté cette fascination que j'avais déjà à la base pour l'animal. Et puis voilà, les histoires de mon père qui était un grand cavalier, je me souviens à 12 ans, je pense que je lisais les livres du commandant Licard et de tous ces grands maîtres anciens où je comprenais pas la moitié, mais où en tout cas la poésie qu'il y avait dans ces écrits-là me parlait à ma sensibilité. Donc même sans forcément y arriver, il y a quelque chose qui m'a poussé. Et puis je pense que à 9-10 ans, on se pose pas forcément trop de questions non plus, je le faisais, et puis voilà, et puis j'avais des copains, et finalement c'était assez chouette aussi, et rigolo, ouais, c'est ça. Vous avez encore peur aujourd'hui ? Oui. Maintenant, la peur s'est transformée en quelque chose d'autre. J'ai vraiment transformé ça en une vigilance qui fait que je suis très conscient des risques et des dangers. Le fait en plus d'être professionnel, d'avoir fait des rééducations de chevaux, même des chevaux dangereux qui avaient blessé des gens. Donc forcément,
on apprend à faire quelque chose avec cette peur, et c'est vrai que contrairement à beaucoup, c'est quelque chose dont je parle assez régulièrement, parce que c'est vrai que c'est encore un peu un tabou dans le milieu équestre, de dire qu'on a souvent tendance à croire qu'il faudrait pas avoir peur, ou qu'un professionnel ne devrait pas avoir peur. Et moi je dis toujours que les quelques pros que j'ai connus qui avaient vraiment pas peur étaient pas forcément les meilleurs cavaliers, étaient même souvent se mettaient dans des situations qui étaient extrêmement dangereuses, et dans 99% des cas il leur est arrivé des accidents graves, et en plus même souvent les chevaux sont pas forcément dans un super état, parce que du coup ils ont pas forcément développé cette lecture du cheval, cette gestion du risque qui fait que souvent ils vont un peu trop vite, ils font un peu trop les loin, chevaux un peu trop loin, un peu trop vite, ils brusquent un peu les chevaux. Donc j'ai essayé de faire de cette peur, plutôt que de me dire oh je devrais pas avoir peur, plutôt que de ne pas l'écouter en la mettant dans un coin, en trouvant des stratégies pour l'éviter, je me suis toujours dit ok, qu'est-ce que je peux faire pour en faire une alliée, qu'elle soit là pour me garder vigilant, pour ne pas prendre des risques inutiles, mais en même temps qu'elle me pourrisse pas la vie, quoi. C'est le principe de la peur. Hein. Quand on a peur en tant qu'être humain, c'est pour protéger notre corps à la base. C'est ça, c'est pas du tout quelque chose, et on va en rediscuter, mais dans le projet Évolution, on en a vraiment discuté avec des coachs et tout ça, et de toutes ces émotions qui a priori sont des émotions très négatives, comme la tristesse, la colère, de tout l'intérêt que toutes ces émotions ont aussi, et que la peur, effectivement, elle est là pour nous protéger, pour nous dire attention, tu es dans une situation potentiellement dangereuse, et à ce moment-là, effectivement, ce qui est dangereux, c'est quand la peur commence à nous paralyser, mais de garder ce résidu de peur qui, dans mon cas, s'est transformé en vigilance, qui fait que je fais attention, que je sais quand je suis avec un cheval qui est potentiellement dangereux, que je vais être pleinement présent, que je vais préparer les choses, ça a été plutôt une aide qu'un fardeau, on va dire, quoi. Et qui a fait que j'ai eu la chance de jamais me blesser gravement jusqu'ici, grâce à ça aussi. Pour autant, si je reviens du coup à vos premières expériences, à un moment vous vous éloignez des chevaux. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, pour faire la version courte, j'avais à peu près 15-16 ans, et j'étais tombé fou amoureux d'une jument du manège dans lequel je montais. Je commençais à faire avec elle un petit peu de vrai dressage. Je commençais à avoir un peu de mise en main, à faire des premières épaules en dents. Je montais avec mes éperons, alors j'étais fier comme Artaban parce que je avais le droit de mettre des éperons. Et donc j'étais tombé fou amoureux de cette jument que personne n'aimait. C'était vraiment la jument pas très jolie, qui était assez difficile en plus, mais il y avait ce truc qu'on a avec certains chevaux dans notre vie qui faisait que j'adorais cette jument, et pour le coup on me la donnait souvent parce que personne ne l'aimait, donc et que moi je m'entendais vraiment très très bien avec cette jument. Et puis comme souvent dans les écuries, surtout je pense maintenant moins, mais il y a presque 30 ans, nettement plus, un jour je suis arrivé avec mes carottes dans le box de la jument était plus là officiellement parce qu'elle était partie à la retraite. Tout le monde savait qu'à l'époque, partir à la retraite, ça voulait dire aller à la boucherie pour un cheval de manège. Et c'est vrai que le choc que ça a été, combiné avec le fait que j'avais 15 ans, que j'étais ado, que j'étais déjà dans une phase un peu de rébellion, ça a été vraiment le déclencheur d'une forme de colère qui a fait que je me suis dit moi je veux plus rien avoir à faire avec ces gens-là, avec ce milieu-là. Je me suis dit comment personne n'a pu penser qu'il y avait un gamin pour qui c'était sa meilleure amie, c'était son rêve tous les samedis d'aller monter cette jument-là. Et ça m'a tellement choqué que j'ai complètement coupé les ponts avec du jour au lendemain. Oui, quasiment. Oui. En tout cas, dans mon souvenir, c'est quasiment du jour au lendemain où je suis passé à autre chose, effectivement. Il vous a fallu combien de temps pour revenir à l'équitation ? Un peu plus de 4 ans. D'accord. Ouais, je suis parti dans l'escalade à ce moment-là, j'avais une attirance pour les sports extrêmes, et je pense que c'était un peu la dualité que j'ai entre mon côté très sensible et calme, et puis un besoin de mouvement, d'aventure, de choses comme ça, et ça correspondait à l'âge aussi où j'avais besoin de découvrir le monde, avoir des amis, avoir un truc un peu plus fun, et ça a été un vrai cadeau parce que j'y ai appris tellement de choses qui m'ont permis après de revenir aux chevaux, que ça valait vraiment le coup de faire ce détour-là, on va dire. Et si vous nous racontiez comment vous êtes revenu à l'équitation ? Je faisais de l'escalade à assez haut niveau à ce moment-là. J'avais quand même régulièrement
des phases de doute, on va dire, où je me disais je remonterais bien à cheval, mais en même temps je savais que j'avais pas d'argent, je voulais plus avoir affaire au club tel que j'avais connu, je savais que j'avais pas forcément d'argent pour acheter un cheval, certainement pas. Pour avoir une demi-pension, c'était déjà très très limite parce que j'étais encore aux études, mes parents n'avaient pas énormément d'argent. Et j'ai assisté à un grave accident d'escalade, heureusement qui s'est bien fini, mais en tout cas qui était extrêmement impressionnant. Parce que j'ai vu quelqu'un faire une chute de 17 mètres et tomber au sol à 5 mètres de moi. Sachant que moi, quelques semaines avant, j'aurais pu avoir le même accident, et sur le moment, j'en rigolais avec les copains. Quand j'ai vu les conséquences, j'ai continué à faire de l'escalade, mais j'ai plus jamais pu prendre le plaisir que j'avais, parce qu'il faut une certaine confiance dans ce qu'on fait quand on fait des sports dangereux. Il faut une confiance dans le matériel, une confiance en soi que j'avais plus, et qui faisait que j'étais dans une espèce d'angoisse permanente. Et je pense que c'était un peu je vais pas dire le prétexte, mais en tout cas ce que j'avais besoin pour revenir aux chevaux, parce que une part de moi en avait vraiment envie depuis longtemps. Et donc on avait une amie de la famille qui montait à cheval, qui était une amie de ma maman, et à qui j'ai demandé, écoute, si tu connais quelqu'un qui cherche un cavalier. Je pensais être un plus ou moins bon cavalier, puisque j'avais déjà un peu abordé le dressage quand j'étais gamin. Donc, vous aviez un galop à ce moment-là? Non, en Belgique on n'a pas de galop, donc comme c'était en Belgique, on n'a pas de un équivalent brevet. Non, en tout cas c'est pas il y en a peut-être, mais en Belgique c'est pas quelque chose qui est aussi important que ça peut l'être en France. Okay. Et voilà, je lui ai demandé si elle connaissait quelqu'un qui chercherait à me faire monter un cheval, et elle m'a dit, écoute, j'ai une amie qui cherche quelqu'un pour partir en promenade avec son cheval, et il faut pas payer, mais par contre elle demande d'abord que tu prennes 1 ou 2 leçons de dressage pour voir si tu montes suffisamment bien que pour aller en balade. Et ça a été le grand changement dans ma vie, on va dire, parce que son prof de dressage s'avérait être Elisabeth de Walsh, qui est mon amie maintenant depuis plus de 20 ans, qui était une élève de Nuno Oliveira pendant 17 ans, donc qui était vraiment dans l'équitation hyper classique, hyper élégante. Toute la beauté du dressage était là. Alors je me suis fait pourrir pendant les 2 premières leçons, parce que tout ce que je pensais savoir, évidemment, ça valait pas grand-chose, ça valait rien du tout. Mais par contre, en la voyant monter, en la voyant enseigner, j'avais sous les yeux toutes ces images auxquelles j'avais rêvé quand j'étais jeune, et que je lisais tous ces livres d'équitation classique, et que finalement je m'étais dit que c'était peut-être un peu une vision romantisée de la réalité. Je l'avais sous les yeux, même encore plus belle que ce que j'avais imaginé, quoi. Et c'est vrai que là, les chevaux à ce moment-là étaient plus du tout ces êtres qui faisaient peur et qui étaient indépendants et qui s'occupaient plus des humains. Il y avait vraiment cette connexion entre le cavalier et le cheval qui était ce qui m'avait attiré vers les chevaux à la base, quoi. Et donc on n'était plus du tout dans une soumission, on n'était plus du tout dans une obligation, on était dans vraiment cette notion de partenariat et toute cette légèreté, toute cette harmonie, en tout cas, qui était extrêmement fascinante, quoi. Ça a été dur à apprendre? Oui, ça, très. Oui, c'est un long processus, surtout sans avoir d'argent. C'est sûr que ça a rendu les choses beaucoup plus longues et beaucoup plus difficiles. C'était une grande chance, parce que ça m'a poussé à monter plein de chevaux différents, des chevaux très très compliqués dès le départ, qui fait que je pense que, contrairement à certains cavaliers qui ont tout de suite la possibilité de monter des très 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 bons chevaux, et qui du coup se désintéressent un peu des petits chevaux, entre guillemets, du petit cheval commun que personne ne regarde, moi c'est ceux que je montais, et c'est avec eux que j'ai fait mes armes, justement, avec des chevaux qui étaient dangereux, nouveaux, des chevaux qui étaient vraiment très très compliqués, qui avaient zéro éducation, mais qui m'a permis de, même quand j'ai eu après la possibilité de monter des très bons chevaux, de jamais oublier qu'il y avait aussi ces chevaux-là et qui méritaient aussi qu'on les monte bien, et surtout que c'était possible d'avoir une transformation avec ces chevaux-là, quoi. Et je vois tellement de très bons entraîneurs qui sont vraiment de super qualité pour les choses vraiment difficiles,
mais qui ont encore cette logique de « Ah non, si le cheval est trop compliqué, pourquoi perdre du temps avec celui-là ?» Et moi, ça m'a permis de garder en tête que ce cheval-là, il méritait que je prenne du temps pour lui aussi, et qu'il aura peut-être pas la brillance que peut avoir un cheval que j'aurais acheté très cher et qui a naturellement des allures extraordinaires, mais qui n'empêche que quand ce cheval-là donne le maximum de ce qu'il est capable de donner, ça reste très beau et ça reste très harmonieux, quoi. Et si on parlait justement de votre parcours difficile, un jour vous avez pris la décision d'être cavalier pro, de devenir cavalier pro. Et là, ça a été un peu un parcours du combattant. Cavalier pro, ça fait rêver plein de monde. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'envers du décor, sur justement votre parcours, ce qu'il faut être prêt peut-être à sacrifier, ce qu'il faut être prêt à donner, ce qu'il faut être prêt à vivre? En fait, c'est un peu... par rapport à mon parcours, à ce moment-là, j'avais commencé à remonter à cheval. Je faisais des études de biologie à l'université où j'étudiais l'éthologie équine, donc la science de l'éthologie. Pour faire court, mon travail de fin d'études s'est assez mal passé. Il y avait des cas qui étaient à la limite de maltraitance vis-à-vis des chevaux qui servaient à l'étude. Et il y a eu un événement en particulier où j'ai eu une altercation assez violente avec quelqu'un qui était en train de maltraiter un cheval de l'étude et qui a été de nouveau un déclencheur. Mais je suis convaincu que la vie, c'est un peu ça, hein. C'est quand c'est le moment, et la vie nous le montre bien, de manière bien claire. Et je me souviens toujours que j'ai téléphoné à Elisabeth, qui était déjà mon professeur et mon ami déjà, en lui disant, voilà, je veux être professionnel, qu'est-ce que je fais ? Maintenant, je me rendais compte déjà pendant les manipulations qu'on faisait, pendant l'étude qu'on faisait scientifique, que je passais mes journées à aider les gens avec les chevaux, plus que j'étais derrière l'ordinateur en train d'encoder des chiffres. Donc il y avait une part de moi qui savait déjà et qui attendait une bonne raison de se dire je veux passer ma vie avec des chevaux plus qu'autre chose. Et à partir de là, Elisabeth ayant pas de chevaux d'école, elle m'a dit écoute, il va falloir, si tu veux apprendre les exercices difficiles, il va falloir que tu ailles te former chez quelqu'un qui a des chevaux d'école. Et de nouveau, pour faire la version courte, pendant 3 ans, je pense, parce que j'avais tellement pas de niveau qu'aucun professionnel n'aurait voulu me prendre à ce moment-là. Je faisais à peine des petites épaules en dedans, donc j'étais encore très très loin de prétendre un jour devenir professionnel, on va dire. Donc pendant 3 ans, j'ai travaillé dans des supermarchés pour payer... J'ai fini mes études quand même, parce qu'il restait quelques mois, ça aurait été un peu dommage de ne pas avoir le diplôme universitaire. Et puis j'ai travaillé dans des supermarchés où l'avantage, c'est que je faisais des demi-journées qui me laissaient toutes mes matinées pour monter à cheval. Je montais tout ce que je trouvais, vraiment tous les chevaux qui me passaient pas sous la main, les chevaux qui avaient blessé des gens, je prenais tout ce que je pouvais trouver. Et ça a duré 3 ans jusqu'au moment où effectivement j'ai atteint la limite de ce que je pouvais faire dans ces conditions-là, et où là je suis parti au Portugal pendant 2 ans et demi, et puis 1 an en Suède chez un cavalier olympique pour vraiment finir ma formation et avoir un peu un panel global de ce qui se faisait. Et oui, effectivement, ça a été par moments très compliqué, parce que ça a impliqué de dormir dans un box pendant 6 mois, un box qui ressemblait plus à une prison même, parce que les murs étaient même pas peints, donc il y avait une grille sur la petite fenêtre, enfin, ça ressemblait vraiment à un cachot. Ça a impliqué de vivre avec 150 € par mois pour manger. Enfin, ça a été vraiment un vrai parcours du combattant. Maintenant, moi, je réagis toujours par rapport à cette notion de sacrifice, que je pense que c'est là qu'il y a un problème, c'est quand ça devient un sacrifice. Je ne l'ai jamais pris comme un sacrifice. Et du coup, ma question, quand j'ai des gens qui viennent me trouver en me disant je veux devenir professionnel, qu'est-ce que je dois faire, ma première question en général, c'est plutôt qu'est-ce que tu es prêt à investir personnellement de toi-même, jusqu'où tu es prêt à aller. Parce que je pense que cet envers du décor dont vous parliez, c'est très dépendant d'où on part déjà, avec quelles finances on part, quels moyens on part. Moi, j'en avais pas. Donc, forcément, ça a impliqué de travailler pour d'autres cavaliers. Je suis parti au Portugal, j'avais pas l'argent pour le billet de retour. Donc, c'était une aventure. Je pense après que moi, j'avais besoin aussi de cette notion d'aventure. Donc c'est sûr que si quelqu'un part en Suède, j'ai vu une jeune fille qui avait 16 ans où les parents payaient plusieurs milliers d'euros par mois pour qu'elle soit dans l'écurie, qu'elle ait des leçons tous les jours. C'est très bien pour elle, tant mieux pour elle, mais forcément on partait pas du même stade. Endroit, ouais. L'investissement personnel, il va être tout à fait différent. Et après, je pense que c'est aussi vachement lié
jusqu'où la personne veut aller en tant que professionnel, quoi. Il y a tellement de nuances dans le milieu équestre que finalement on peut être professionnel du cheval en faisant des podcasts, on peut être professionnel du cheval en donnant cours dans un manège et donner cours aux enfants dans un centre équestre, et on peut être professionnel du cheval en étant au championnat du monde. Il y a un panel de possibilités qui est énorme et qui va demander effectivement plus ou moins d'investissement personnel, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment par rapport à le conseil que je peux donner aux cavaliers quand ils veulent devenir professionnels, c'est celui-là en général, c'est jusqu'où tu es prêt à aller, qu'est-ce que tu es prêt à faire et pourquoi tu veux le faire aussi, parce que je pense que ça on oublie de donner aux jeunes qui veulent devenir professionnels cette vision de qu'est-ce que tu veux faire, et puis souvent du coup eux ils aiment juste les chevaux, ils aiment être avec les chevaux, et puis effectivement quand ils découvrent l'envers du décor, est-ce que ça implique, ben là c'est une grosse désillusion pour eux à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il y a tellement de professionnels qui continuent pas aussi. Oui, parce que ça manque de sens en fait. Il ouais, juste je le pense, côté cheval et c'est tout. C'est juste parce qu'on aime les chevaux, malheureusement c'est pas suffisant, il vaut mieux rester amateur et avoir son cheval et s'occuper bien de son cheval et passer du temps avec son cheval, parce qu'il y a tellement de composantes en plus pour un professionnel qu'on ne peut pas s'arrêter là. Voilà, il faut en être conscient et comme toujours dans tout ce qui est développement personnel, le pourquoi on fait les choses est quand même quelque chose qui est très très important, et c'est important de savoir pourquoi est-ce que je veux faire ce métier de professionnel, parce que dans les moments les plus difficiles, c'est ce pourquoi qui va nous faire tenir, quoi. Et moi j'ai vu j'en ai croisé forcément des tonnes de gens qui étaient en formation en même temps que moi, et j'ai vu des gens qui étaient bien meilleurs cavaliers que moi à la base, qui ont arrêté en cours de route parce que c'était trop difficile, parce que c'est quand on était en Suède, on commençait les box à 5h30 du matin, on travaillait jusqu'à 19h non-stop, et 60-70% de notre journée, c'était des box, c'était nettoyer les cuirs, c'était nettoyer l'écurie, c'était pas forcément monter à cheval, quoi. D'ailleurs, moi, ça m'étonne toujours que pour aller dans le côté pro, dans le côté entraînement, il faille faire comme ça toutes les petites tâches difficiles. Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, il y a le côté, peut-être même trois choses en fait. il y a un côté, il y a l'origine militaire de l'équitation qui fait que il y a un peu ces rituels de passage, on va dire, comme on aurait dans l'armée. Voilà, je pense que mine de rien, c'est encore ancré, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est quand même un milieu qui est très particulier, contrairement à la plupart des autres sports, que pour n'importe quel cavalier pro, il y a toute cette logistique dont lui-même doit s'occuper de nettoyer les boxes de ses chevaux, de leur donner à manger, etc. Et que c'est une main-d'œuvre qui coûte cher, et donc c'est un bon moyen d'échanger. Je te donne de mon temps pour te donner des leçons, et en échange, tu fais ce travail qui est hyper chronophage, qui est hyper fatigant, etc. Et puis qu'on peut pas forcément éviter, quoi. Le joueur de tennis, en général, le pro, il fait que jouer au tennis, il fait que s'entraîner. Le footballeur, il fait que s'entraîner, il s'occupe pas de tourner la pelouse, il tourne pas la pelouse. Dans les chevaux, on a ce paradoxe qui est qu'on a des sportifs de haut niveau qui doivent être gestionnaires d'entreprise, qui doivent monter d'autres chevaux, qui peuvent pas se consacrer uniquement à eux-mêmes et à leur performance, quoi. Donc ça, c'est une chose. Et la troisième chose par rapport à ça, c'est que je pense que effectivement, c'est quelque chose qui est important, qu'on doit, à mon sens, garder, dans le sens où c'est une manière de voir à quel point la personne qui veut devenir professionnelle est prête à s'investir. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire souffrir et les traiter comme des larbins, comme parfois on a pu me traiter dans ma formation, mais par contre, effectivement, comme je disais, il y a tellement de composantes dans ce milieu du professionnel, que celui qui veut faire comme monter à cheval et qui n'est pas prêt à donner des leçons, à s'occuper de faire des box, à montrer l'exemple, entre guillemets, et à connaître suffisamment les chevaux que pour s'en occuper de A à Z, il part déjà... Il y a déjà un souci à ce niveau-là, quoi. Il y a déjà peut-être un manque de motivation, un manque d'envie, et ça va pas forcément super dans le bon sens si le futur pro n'est pas prêt à faire ça, quoi. Donc c'est pas pour être avocat d'avoir des larbins, mais en tout cas je pense que c'est quelque chose qui est important dans la motivation d'un cavalier, et que il faut aussi se dire que malheureusement la plupart des cavaliers
amateur, on va dire, qui voudrait passer professionnel, au début, les compétences, elles sont très très limitées, et que pour un professionnel, dans la mesure où c'est le gagne-pain du professionnel, c'est compliqué de pouvoir avoir cette personne qui va monter 10 chevaux par jour parce qu'il n'a pas forcément le niveau. Donc c'est un moyen aussi de gagner du temps pendant un certain temps. Les premières années de ma formation, je faisais beaucoup de boxe et je montais peu à cheval. Les dernières années, je faisais plus de boxe et je faisais que monter à cheval, quoi, parce que j'avais assez de niveau que pour pouvoir faire déjà progresser des chevaux, au moins les entretenir pour qu'ils restent bien, pour qu'après, quand le professionnel montait, il pouvait les faire encore progresser. D'accord. Ouais, je comprends. Si on parle dressage, du coup, c'est votre discipline de prédilection. Et je trouve qu'au sein de l'équitation, déjà, ce mot, il peut avoir beaucoup de sens, on va dire. Et vous mettez quoi derrière le mot dressage ? Effectivement, il a un sens qui est devenu très négatif aux yeux du grand public qui ne fait pas du dressage. Aujourd'hui, le dressage est plus associé à une torture du cheval que vraiment à ce qu'il était à la base et ce pourquoi il était fait à la base. À mon sens, le dressage, c'est aider le cheval à comprendre comment porter un cavalier sur son dos dans les meilleures conditions possibles, aussi bien physiquement que mentalement. Et puis à partir de ça, c'est développer une compréhension mutuelle qui fait qu'on parle la même langue, qu'on peut se comprendre. Et finalement, c'est cette image du centaure, c'est vraiment cette idée que l'humain et le cheval ne font plus qu'un à un moment et ils sont unis dans une même volonté, on va dire. Après, pour moi, ça c'est vraiment la base du dressage, et c'est pour ça que le dressage idéalement, et le dressage dans sa conception noble, on va dire, c'est la base d'absolument tout. C'est ce qui fait qu'on peut monter à cheval, à mon sens, dans sa conception plus ancienne du dressage, en tout cas. Après, pour moi, cette idée de partenariat poussée à son extrême, ça devient ce qu'on appelle le dressage académique ou le dressage de haute école. Mais je ne fais pas personnellement je me bats contre cette idée que le dressage soit une discipline à part entière, presque qu'il faille choisir. Moi, je fais du dressage, moi, je fais de l'équitation éthologique, moi, je fais de la balade, moi, je fais du CSO. À mon sens, parce que j'ai une conception vraiment très classique, très ancienne de la chose, à mon sens, c'est la même chose. C'est juste être sur le dos d'un cheval, il faut faire du dressage. Et même pour arriver sur son dos, il faut faire du dressage. Donc l'équitation éthologique, c'est déjà du dressage. Et quand on lit vraiment les anciens maîtres, il y a des tonnes de choses qui sont déjà des concepts qui ont été remis au goût du jour par l'équitation éthologique, quoi. Donc... Et travail sur le plat, ça vous plaît, ça, comme Oui, bien sûr. Ça fait partie, de nouveau, pour moi, ça fait partie du dressage. Voilà, c'est un gradient et ça n'a aucun intérêt de monter sur un cheval qui n'a pas été travaillé à pied. Mais quand on regarde les anciens, même encore Nuno Oliveira, il travaillait ses chevaux à pied, il faisait de l'éthologie, pas aussi codifié que maintenant, mais il avait cette connaissance des chevaux qui faisait que oui, il savait travailler un cheval à pied, que ce soit à l'épaule, il avait suffisamment de notions de psychologie équine que pour savoir ce cheval-là, il va falloir que je lui laisse un peu plus de temps, etc. Et c'est un peu presque dommage, je comprends pourquoi on l'a fait, mais c'est un peu dommage qu'on ait un peu séparé et cloisonné toutes ces approches comme si c'était des choses différentes, parce que je pense qu'on a perdu beaucoup au niveau de la compréhension des chevaux, qu'un vrai écuyer dans sa conception noble, on va dire, c'était quelqu'un qui connaissait sacrément bien les chevaux, la psychologie du cheval, etc. Donc voilà, c'est ce que moi je mets en tout cas derrière l'idée de dressage, et c'est vraiment cette idée que c'est fait pour le cheval avant toute chose. Et c'est vrai que quand j'entends des cavaliers qui me disent moi j'embête pas mon cheval parce que je fais que de la balade, j'ai vu tellement de chevaux de balade et passer des heures à trotter en n'ayant pas d'équilibre en tant que cavalier avec un cheval qui est complètement à la retourne. Mais de dire je l'embête pas parce que je fais pas de dressage, au final la vraie souffrance pour le cheval, elle peut être là, quoi. Et donc il y aurait tellement d'intérêt pour tous les cavaliers à faire juste une base de dressage. C'est comme je disais. C'est quoi la base alors du coup pour vous ? Avoir un cheval qui est équilibré, qui est souple, qui est dans une attitude qui est correcte, qui est dans un équilibre qui est correct, avec un cavalier qui est à sa place, où il y a une compréhension de base des aides de base pour avancer, arrêter, tourner.
toutes ces choses-là, et qu'il y ait une décontraction générale du cheval et une attitude qui fasse que le cheval utilise son dos et sa locomotion correctement et soit dans un équilibre qui est confortable pour lui, quoi. Qu'on oublie quand même souvent qu'un cheval qui est naturellement un cheval, il est sur les épaules, vous lui rajoutez un cavalier sur le dos, le déséquilibre il devient nettement plus important parce qu'en plus le cavalier apporte ses propres déséquilibres. Et là, pour le cheval, ça peut devenir franchement vraiment inconfortable, quoi. Donc, et puis, moi, je le compare toujours à... on n'arrête pas de nous répéter que faire de l'exercice physique, avoir une bonne posture, c'est bon pour nous. Je ne sais pas si vous avez été déjà marcher pendant 3 heures en faisant exprès de vous tenir pas bien. C'est pas super confortable, c'est pas super agréable. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est exactement la même chose pour le cheval, quoi. Hors de l'aspect évidemment du matériel qui doit être adapté, mais si je vous demande d'aller marcher pendant 3 heures avec, je sais pas moi, un bras derrière le dos ou la main au-dessus de la tête, après 2-3 heures, ça va commencer à devenir franchement inconfortable, quoi. Donc d'avoir pour le cheval cette souplesse, cette musculature, cet équilibre, cette gestion de son corps, cette proprioception, toutes ces choses-là qu'on donne dans la base classique du dressage, c'est tellement profitable que c'est dommage pour le cavalier de ne pas en profiter parce que c'est tellement agréable, et c'est dommage pour les chevaux parce que ça pourrait vraiment leur rendre aussi la vie beaucoup plus simple, quoi. Alors, donnez-moi des petites idées d'exercice, moi qui suis cavalière d'extérieur, endurance justement. Mais pour les cavaliers d'extérieur, je leur dis toujours dans un premier temps de commencer par chercher des photos ou des vidéos de quelqu'un qui les inspire. Le seul problème, c'est que je sais bien que je peux dire ce que je veux, je peux essayer de convaincre, et pourtant c'est pas du tout mon créneau d'essayer de convaincre à tout prix les gens, mais je pense qu'on peut dire ce qu'on veut. Il y a beaucoup, et je le comprends vraiment parce que le milieu du dressage a franchement pas montré un très bel exemple ces dernières années. Je comprends tout à fait que la plupart des cavaliers qui font pas de dressage aujourd'hui, ils aient beaucoup d'a priori sur la discipline. Et on entend encore souvent, oui, le dressage c'est fait pour ennuyer le cheval, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire ça, etc. Et je pense que déjà, si les cavaliers pouvaient juste chercher quelque chose qui les inspire, qui les touche, et juste avoir cette ouverture de faire cette démarche de chercher quelque chose qui peut les toucher, où ils se diraient ok, ça je serais peut-être d'accord pour essayer ça éventuellement peut-être. Ça fera déjà, je pense, beaucoup plus d'effet que si moi je dis il faut absolument que vous fassiez du dressage, c'est bon pour votre cheval. Ça c'est la première chose. Après, et de nouveau, quand je dis dressage, on peut faire du dressage en extérieur. Mais déjà, est-ce que le cheval, il cède à la pression? Des choses toutes simples. Est-ce que quand je mets un peu de pression sur le licol, est-ce que mon cheval recule? Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il plie sa tête à gauche? Est-ce qu'il plie sa tête à droite? Parce que la mise en main du cheval, elle va juste découler de ça. C'est aussi céder à la pression. Donc, si je ferme un peu mes doigts sur les rênes, est-ce que mon cheval résiste ou est-ce qu'il cède comme il céderait sur son licol, comme il céderait quand je fais du travail à pied, tout à fait basique. Ça, c'est vraiment... Voilà, c'est première petite chose. Et puis bêtement, des petites transitions, de rapprocher un peu les transitions, faire pas arrêt. On peut faire ça en balade, sur une ligne droite, dans les champs, mais juste avec cette idée, ok, chaque fois que je fais un arrêt, est-ce que le cheval met un peu plus de poids sur son arrière-main? Est-ce qu'il se rééquilibre? C'est des petites choses toutes simples, faire des transitions du trot au pas, et avec cette idée de dire, tiens, est-ce que je pourrais combiner, je fais une transition descendante qui va lui remettre un peu le poids derrière, alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails compliqués, parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment ça qui se passe, et en même temps, voir si mon cheval cède à la pression, et mettre une petite flexion à gauche, une petite flexion à droite. Rien que ça, les vertus de ça, que tous les cavaliers de balade peuvent faire, vont déjà être énormes, et vont déjà donner le goût, je pense, aux cavaliers de se dire, ah tiens, c'est meilleur, c'est meilleur que la fois précédente. Et donc on donne ce goût aussi de mais en fait je peux améliorer mon cheval et je peux le faire en le respectant, et je suis pas obligé de l'embêter, et je suis pas obligé de lui mettre des rênes allemandes ou de tirer comme un bœuf sur les rênes ou de mettre des éperons et de pousser comme un dingue. Et je pense que c'est ce que les cavaliers ont le plus besoin aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'on peut faire du dressage sans faire du mal au cheval. C'est triste parce que c'était pas du tout ça à la base, le dressage, mais c'est tellement devenu l'image aujourd'hui que je pense que si les cavaliers peuvent se rendre compte de ça, ce serait déjà... Je vais faire une confession, Pierre. C'est vrai que donc j'ai mon cheval depuis 4 ans.
Et ça fait que 1 mois que je fais du travail sur le plat avec lui. Et j'ai vu qu'en 1 mois, ça avait changé ma vie quand même. Tout à fait. Et donc voilà, je fais un mea culpa moi aussi. Je trouve ça très très cool. Et tout ce que vous venez de dire, j'adore parce que c'est effectivement... j'ai commencé doucement, j'ai pris un coach. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, ça s'améliore. J'ai un galop qui est plus léger, qui est plus cool. J'ai des transitions meilleures, il me porte mieux. C'est ça. Et puis même bêtement, la sécurité d'avoir un cheval qui lève plus ses pieds, qui se tient plus en équilibre. Même l'aspect sécuritaire. Et puis... J'ai tellement d'amis qui sont des grands randonneurs qui me disent parfois les situations dans lesquelles ils se sont retrouvés sur des chemins de montagne où effectivement, quand on est sur un chemin qui fait 30 cm de large et puis qu'il y a un précipice des deux côtés, pour moi, on est dans du dressage parce que c'est des lignes droites. Est-ce que mon cheval est bien droit? Et donc, on peut que gagner à améliorer tous ces aspects-là, quoi. Et de le voir vraiment comme cette idée de... J'améliore la compréhension mutuelle de mon cheval vis-à-vis de moi et de moi vis-à-vis de mon cheval, c'est déjà... Mais en même temps, je blâme vraiment aucun cavalier qui est anti-dressage aujourd'hui parce qu'effectivement, la discipline a une image terrible et souvent revient... Les gens me disent « on devrait supprimer le mot dressage et le modifier par gymnastique » et je m'accroche à ce mot de dressage parce que je me dis... Il est porteur de tellement belles choses à la base que ce serait un peu abandonner ce mot à des gens qui font ce qu'on voit qui n'est pas beau. Ouais. Finalement, ce serait les laisser s'approprier quelque chose et faire comme si le dressage classique avait jamais existé. Et ça, j'arrive pas à m'y résoudre parce que moi, j'ai cette vision du dressage et peut-être il y a des gens qui ont perverti ça, mais je vais pas les laisser s'approprier. Gagner, voilà, c'est peut-être un peu puéril, mais en tout cas, c'est juste... Voilà, c'est par rapport à tout ce bel héritage qu'il y a aussi derrière ce mot. Et voilà, et c'est juste si les cavaliers pouvaient déjà... Parce que moi, je peux dire ce que je veux, mais si les cavaliers pouvaient juste avoir l'ouverture de juste se renseigner et prendre ce qu'ils ont envie de prendre et pas le reste, et de savoir quelles sont les limites qu'on ne veut pas franchir. Et je pense que chacun met le curseur où lui a décidé de le mettre. Et si quelqu'un ne veut pas mettre de mort, ok, qu'il ne mette pas de mort. Mais ça n'empêche pas qu'il peut quand même essayer d'appliquer quelques principes du dressage, quoi. Le plus beau souvenir que vous ayez eu côté expérience, que ce soit au Portugal, avec vos chevaux? Oh mon Dieu, j'en ai tellement, c'est difficile. 3. Allez, 3. Je dirais le Portugal en lui-même, dans un premier temps, parce que le pays est extraordinaire, les gens sont extraordinaires. J'ai vu des gens là-bas qui avaient juste rien et qui m'accueillaient comme un roi, vraiment. Et c'était extrêmement touchant. Et l'énergie équestre du pays est extraordinaire. Vraiment, c'est un des pays où j'ai vu le plus de belles choses, où la mentalité est tellement différente des autres pays, dans le sens où tous les cavaliers pros se connaissent très bien, sont amis, collaborent ensemble, montent ensemble. Ce qui est quand même très rare, en tout cas dans le Nord. En tout cas, en Allemagne, c'est un petit peu différent, dans le sens où il y a un peu plus d'entraide. Oh, j'ai un cheval compliqué, je vais l'emmener chez mon voisin qui est un autre bon professionnel qui va peut-être un peu m'aider. Mais disons qu'il n'y a pas du tout cette idée de se tirer dans les pattes, de se regarder en chien de faïence. Voilà, les cavaliers là sont vraiment des vrais amis. C'est très rare de voir en tout cas ce niveau de complicité qu'il peut y avoir. Plus le fait que pour moi c'est un des rares pays qui a vraiment réussi à garder sa culture ancienne tout en l'intégrant dans quelque chose de plus moderne et de plus actuel. Moderne pas dans le sens mauvais du terme, mais dans le sens qu'ils ont vraiment fait évoluer leur équitation sans perdre leurs racines, sans perdre l'équitation classique, et que voilà, quand on veut voir de l'équitation en légèreté avec des gens qui ont un vrai résultat, qui n'ont pas juste les beaux discours, mais qui montrent quelque chose, c'est assez impressionnant de voir, ne fût-ce que l'école portugaise d'équitation, c'est quelque chose de spectaculaire à ce niveau-là. Donc voilà, donc toute cette énergie qu'il y avait là-bas était un des souvenirs, moi, qui continue à me faire briller les yeux. Après, depuis que le projet Évolution est lancé, il y a encore tellement de moments extraordinaires. En fait, c'est difficile de donner juste des moments précis, parce que à chaque fois que j'ai réalisé, que j'ai pris ce recul de me dire oh, mon Dieu, je suis en train de réaliser un de mes rêves, et c'est vrai que depuis 1 an et demi,
les choses sont tellement accélérées grâce au projet Évolution que je me retrouve à enchaîner. Ça aurait été plus facile de me poser la question il y a 2 ans avant le début du projet Évolution. Maintenant, j'enchaîne tellement la première fois qu'on a enlevé le filet et que j'ai monté mon cheval en cordelette, ça a été un moment hyper fort que je partageais avec Andy Boots qui est un ami. C'était un moment qui était vraiment fort et intense. La première mise en main de mon cheval avec la cordelette sans filet, c'est un moment où je me suis dit ce truc que je pensais complètement impossible devient... En fait, ça marche et ça va marcher. Ouais, c'est vraiment... C'est ce qui est beau avec les chevaux, c'est la quantité de tous ces beaux moments. Et puis si je commence à penser à toutes les leçons que j'ai données, la quantité de moments qui ont été juste magiques, de transformation, de récupération de chevaux qui étaient condamnés, de voir ça marche. Voilà, il y en a tellement que je ne pourrais pas les classer. J'adore. Du coup, la transmission, c'est important pour vous? Oui. Mais ça a toujours été. Quand j'ai commencé mes études de biologie à l'université, c'était pas du tout en étant cavalier, je faisais encore l'escalade à ce moment-là, donc je voulais faire la biologie animale, mais sans forcément me consacrer aux chevaux. Et déjà à ce moment-là, dès que j'avais appris quelque chose, un concept ou l'évolution, la théorie de l'évolution et tout ça, j'avais besoin d'expliquer. Et je pense que ça, si j'ai un talent inné, on va dire, que j'ai pas dû travailler comme un bœuf pour l'avoir, c'est le fait que j'ai vraiment cette capacité à rendre simple des choses compliquées à la base. Mais parce qu'il y a une volonté d'être compris par les autres. Et donc oui, ça a été, c'est de base inscrit. Et après, par contre, je me lançais comme professionnel avec cette idée de donner le moins de leçons possible. C'était moi, en tant que cavalier, qui m'intéressait, on va dire. Et puis j'ai vu que ce que j'expliquais aux cavaliers, ça les aidait vraiment. J'ai partagé justement, comme je disais, tous ces moments magiques assez vite, en fait, où je me suis dit, en fait, au bout d'une demi-heure, je vois les gens, le cavalier prendre un grand sourire, je vois le cheval qui se trouve du confort, qui était tout fâché, tout contrarié, puis qui se laisse aller, qui se détend, qui est bien. Et puis je me suis pris au jeu, et puis je me suis rendu compte que toutes ces années m'avaient donné la possibilité de vraiment d'aider des chevaux. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, on commence à voir partout des chevaux qu'on pourrait aider, et ça commence à se savoir. Et donc la demande a été de plus en plus importante, au point à un moment d'arriver à plus monter moi-même, qui a fait que j'ai dû revenir un peu en arrière pour moi me réoccuper un peu plus de moi, parce qu'on part vite dans cette mission de se dire je peux aider celui-là, pourquoi je lui dirais non alors que je peux l'aider, alors que j'ai des clés pour l'aider. Et oui, c'est un phénomène qui a été un peu boule de neige, dans le sens où plus j'aidais des cavaliers, plus je me rendais compte que je pouvais faire quelque chose pour des chevaux et pour des cavaliers, et plus du coup c'est valorisant, et plus on a envie de continuer à en aider, quoi. C'est comme ça que vous en êtes arrivé à écrire un bouquin? Pas forcément, il y a eu un autre cheminement. Ouais, j'ai toujours aimé écrire. Depuis gamin, j'écrivais des histoires et des choses comme ça. Ça a toujours été quelque chose d'assez facile pour moi d'écrire. Disons que à la base, ça a été une demande d'un magazine qui s'appelait Cheval Pratique, où la créatrice, la rédactrice en chef, voilà, je cherchais le mot, du magazine, m'a demandé d'écrire des articles de dressage. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, effectivement, parler de ce qui marche, de ce que j'ai compris, de ce que je vois qui fait de l'effet avec les chevaux et les cavaliers. Et puis d'article en article, en fait, je me suis rendu compte du plaisir que j'avais du retour des cavaliers qui me disaient ça m'a bien aidé, grâce à vous, j'arrive à améliorer mes départs au galop, j'arrive à avoir un cheval plus équilibré, etc. Et donc, je me suis pris au jeu de ce plaisir de nouveau de transmettre. Je pense que s'il n'y avait pas le retour derrière, c'est pas quelque chose que forcément je ferais. Et puis le livre, du coup, en fait, il s'est imposé entre guillemets de lui-même à un moment de me dire, mais en fait, il y a assez de matériel avec tous ces articles que pour commencer à en faire un livre qui aurait du sens, quoi. Et puis il y avait une vraie demande en plus de la part des lecteurs qui me demandaient si je compilerais pas tout ça dans un bouquin.
Et puis c'est l'époque où moi j'ai vraiment compris des choses sur tous les problèmes de dissymétrie des chevaux et du fait que les chevaux sont difficiles à plier d'un côté ou de l'autre, et où là j'ai vraiment... Moi j'en ai souffert pendant des années de ne pas trouver d'infos, parce qu'il n'y a quasiment rien dans la littérature équestre là-dessus. Et le moment où j'ai compris comment faire, et où je me suis confronté à un cas vraiment extrême, qui était un cheval qui était condamné par les vétérinaires à plus rien faire à part marcher aux parraines longues, et qu'on a pu remettre ce cheval en état et le remettre vraiment dans une super bonne locomotion et de le transformer, je me suis dit ok, ça il faut que j'aide les cavaliers, parce que ça doit se savoir, quoi. Je voulais absolument effectivement que ça puisse aider d'autres cavaliers. Et puis à ce moment-là, j'étais déjà un peu pris dans ce truc de mon Dieu, j'ai beau m'investir encore et encore à donner des tonnes de leçons, et malgré tout, j'ai encore des tonnes de demandes, et je peux plus. Il y a un moment, je commençais à dire non aux gens qui me demandaient des leçons, et je me suis dit, mais je peux pas vivre avec ça, de me dire, je sais des trucs grâce à toutes ces années de travail, il y a des trucs où je pourrais les aider, et puis je les laisse là sans les aider, et ils sont dans des coins où il n'y a pas forcément un autre professeur à recommander, et puis c'est difficile de recommander d'autres gens aussi, donc je me suis dit, ok, même si moi je peux pas être là, au moins ils pourront apprendre via le livre, et ça va déjà en partie les aider, quoi. Donc c'est parti de là en tout cas. Et votre livre, on peut le trouver où ? Sur mon site internet, sur Amazon.fr, et dans les librairies aussi, mais par contre il met beaucoup plus de temps à arriver, donc c'est mieux de le commander via notre site, c'est là qu'il arrive le plus vite en général. Et votre site c'est www.prbdressage.com. Super. J'enchaîne du coup avec le projet Évolution. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire la genèse ? Comment vous en êtes arrivé à faire ce super projet ? Moi j'ai suivi la levée de fonds, les premiers échanges que vous avez eus. Qu'est-ce que vous avez appris ? Qui vous avez rencontré ? Voilà, je vous laisse dérouler je vais essayer de faire la version courte parce que sinon on peut en parler pendant 3 heures. En fait, le projet Évolution, il est né d'une frustration, justement, qui était que j'en étais arrivé à me consacrer entièrement aux autres et plus du tout à moi-même. J'en étais arrivé à la fin, la dernière année avant la création du projet, où je montais à cheval 1 fois par semaine à peu près. Et puis je suis arrivé à un âge aussi où j'arrivais dans la fin de mes 30 ans et où je me suis dit, si je continue comme ça, tous les rêves que j'avais de cavalier alors j'avais beaucoup de satisfaction dans la relation que j'avais avec les chevaux de mes élèves, mais avec mes chevaux, j'en étais arrivé où on était un peu des inconnus, quoi. Et je me suis dit, Est-ce que vous sortiez plus du tout à ce moment-là ? Vous montiez une fois par semaine ? Je montais 1 fois par semaine, ouais. Et le reste, je donnais des leçons. Vous en aviez combien des chevaux à l'époque, à cette époque-là ? 2. Ouais. J'allais aux États-Unis donner cours, je rentrais le lendemain en plein décalage horaire, je donnais mes leçons, je donnais 8-9 leçons par jour, je partais en voiture donner pendant 1 mois et demi non-stop de stage à travers toute la France, etc. Alors c'était merveilleux, ouais. C'était formidable d'avoir toute cette demande et de rencontrer tous ces cavaliers, mais c'est vrai que c'était extrêmement fatigant et extrêmement frustrant parce que, comme je le disais, je devais refuser, on refusait des demandes de stage, des demandes de leçons tous les jours quasiment, et de savoir que je pouvais aider ces cavaliers et que je n'avais plus le temps de les aider, c'était terriblement frustrant et usant. Et puis effectivement de voir le temps qui passe et de me dire, moi j'ai des rêves équestres, j'ai des choses qui étaient importantes pour moi, que j'ai commencé aussi à monter à cheval pour ça, et puis avec la vitesse à laquelle le temps passe, si je fais pas quelque chose maintenant, je les ferai jamais, quoi. Et donc voilà, et donc en tout cas, c'est toute cette frustration, j'ai dû l'accumuler pendant vraiment longtemps. Mon niveau de fatigue était arrivé à un stade où j'étais plus vraiment qui je voulais être et qui j'étais, donc même moi-même, je commençais à m'éloigner de qui je voulais être. Et j'ai été voir, je suis passé vraiment par le petit trou de la serrure au niveau des problèmes physiques que ça m'a donné, parce que je me suis vraiment effondré à un moment par trop de fatigue, et c'est vraiment un peu cette mission que je m'étais fixée de vouloir sauver tous les chevaux, tous les cavaliers, qui est
qui était très, très destructrice finalement, parce que moi, j'existais plus et j'estimais ne pas mériter finalement de m'occuper de moi, parce qu'il y avait tellement de souffrance ailleurs, alors que c'est pas la meilleure façon justement d'aider les autres. C'est d'abord paradoxalement de prendre assez soin de soi que pour le faire sur la durée en fait. Et donc j'ai été voir une de mes élèves à ce moment-là qui était coach en développement personnel. Et j'étais la voir et je me souviens toujours que je lui ai dit, écoute, j'ai toujours mes rêves, mais je ne me vois plus à l'intérieur. Ce qui pour moi c'était Dur. la fin du monde, parce que j'ai toujours été poussé par mes rêves. Mon père me disait toujours, mais enfin, tu es biologiste et tu pourrais monter à cheval pour ton plaisir, mais j'avais ce rêve d'être professionnel et de monter comme Nuno Oliveira et tout ça. Donc ça a été tellement un moteur que là, je suis arrivé à ce stade où il n'y avait plus de moteur, quoi. Il n'y avait plus de... Le pourquoi, justement, il était complètement parti, effacé, quoi. C'était plus une obligation que je me donnais à moi-même de continuer qu'autre chose, quoi. Et donc, ça s'en est suivi un vraiment long travail de coaching sur moi-même pour revenir à l'essence de tout ça, c'était quoi mes motivations profondes, de réaliser que je n'avais pas à me sacrifier, de comprendre pourquoi je me sacrifiais, etc. Et pour faire court, pour ne pas en parler pendant des heures, il est arrivé ce moment où je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux arriver à concilier tous les rêves équestres que j'ai, tout en continuant à aider les autres, parce que ça c'était vraiment important pour moi, mais je voulais commencer à m'occuper de moi. Et arrivé assez vite ce constat aussi qu'avec toutes ces années, ça a duré 10 ans quand même d'enseignement, à monter de moins en moins, que mon niveau de cavalier par rapport à mon niveau d'enseignant commençait à vraiment être en déséquilibre. Forcément, ce qu'on pratique le plus, c'est dans ce dans quoi on devient meilleur. Et du coup, qu'il y avait vraiment quelque chose à faire en tant que cavalier, c'est que moi j'avais des grands rêves de choses que je voulais faire avec mon cheval, mais que sans aide extérieure, ça allait me prendre des plombes avant de vraiment maîtriser les choses, quoi. Et plus le fait que, mine de rien, j'avais été très isolé. Alors c'est paradoxal parce que j'avais rencontré énormément de cavaliers, mais j'étais toujours le professeur, quoi. Donc c'est toujours moi qui donnais aux autres, ce que j'adore faire, mais il me manquait un peu cet inverse de pouvoir moi me remplir, quoi. Et donc je me suis dit, ok, bon là j'arrive à un stade où je commence financièrement à pouvoir me permettre de prendre une leçon avec quelqu'un avec qui je vais prendre cours. Et je me suis dit, j'aimerais bien travailler avec lui, et puis avec lui, et puis avec lui, mais bon, je sais pas, est-ce que ça va convenir, est-ce que ça va... Parce que j'avais suffisamment d'expérience pour être exigeant, on va dire. Et du coup, je me suis dit, je vais tester, je vais essayer plein d'entraîneurs différents et voir celui qui me convient. Et puis, je me suis dit, ce serait quand même un peu dommage de pas montrer ça. Et pourquoi j'en ferais pas des vidéos de mes tests et de mes essais finalement, et de tous ces partages que chaque fois que je rencontrais un cavalier ou j'avais une discussion avec quelqu'un que je trouvais passionnante. Et comme tu me disais avant qu'on allume les micros, que tu trouvais ça dommage de pas avoir le micro quand tu avais des discussions passionnantes, c'était exactement la même chose pour moi. Combien de fois j'ai eu des discussions avec des amis où je me suis dit, c'est vraiment dommage que le reste du monde devrait savoir que quelqu'un a dit cette phrase qui est extraordinaire, qui a cette mentalité. Ajouter à ça que le milieu équestre, je voyais effectivement de plus en plus d'horreur, de plus en plus de cavaliers qui voulaient juste plus rien savoir des professionnels. Et je me suis dit, mon Dieu, mais il y a tellement de gens que j'ai vus ou que je connais plus ou moins qui sont tellement bons, tellement respectueux des chevaux, il faudrait que ces gens soient connus, quoi. Et donc à un moment, en fait, je me souviens toujours, j'étais en avance sur une leçon, j'étais garé dans un petit chemin en été en dessous d'un arbre. Et en l'espace de quelques secondes, en fait, toutes ces idées qui étaient un peu éparpillées dans ma tête sont toutes mises en place. Et il y avait toujours cette question pour moi qui était j'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'aventure, mais en même temps, les chevaux, c'est quand même vachement sédentaire, il faut être à un endroit, et donc j'arrivais pas à concilier tous ces trucs-là. Et à un moment, je me suis dit, ça a été vraiment un changement de question. Je me suis dit, et si j'emmenais mes chevaux avec moi dans toute cette aventure-là? Et le moment où j'ai fait ça, en fait, toutes ces idées se sont mises en place, et en l'espace de 20 minutes, le projet Évolution était né, et il a très peu bougé par rapport à ces 20 premières minutes-là où j'ai créé le projet, quoi. Et alors du coup, voyager avec ses chevaux, est-ce que c'est simple?
Moi, je voyage avec mon cheval, je prends mon vent. Je voyage avec mon van aussi, avec Même mon van, qui a pour un van. traverser du coup. Pour l'instant, ça c'est pas le problème entre guillemets, c'est pas posé parce que jusqu'ici tous les tournages ont été faits en Europe. Il y avait déjà beaucoup de gens que je voulais rencontrer en mais Europe. quand même, l'Europe, donc, ça fait traverser quand même pas mal de. ça fait des beaucoup de kilomètres, route, ouais, hein, ça fait beaucoup de route. Alors bon, j'ai acheté un van qui me permet de dormir dedans. Donc il y a vraiment c'est comme une caravane avec un espace pour les chevaux derrière, qui ressemble plus à un camion même qu'à un van, donc qui est hyper confortable pour les chevaux, beaucoup plus qu'un simple van de place. Les chevaux sont vraiment, vraiment bien dedans. Maintenant, ça c'était vraiment dès le départ quelque chose qui était vraiment important pour moi, c'est que ce soit pas au détriment des chevaux, le fait de voyager beaucoup. Donc l'idée, ça a été de faire des étapes très courtes. Ça voulait dire que je faisais pas plus qu'une grosse demi-journée de route par semaine, quitte à ce que ça me mette beaucoup plus de temps pour faire mes tours. Après, j'ai optimisé évidemment mes déplacements pour que ce soit, pour pas faire juste des allers-retours entre le sud de la France et l'Allemagne pour rien. Mais ça impliquait effectivement de faire beaucoup d'arrêts. Et puis les tournages sont quand même, quand on est en leçon pendant 3-4 jours avec un enseignant, c'est quand même intense, et pour moi et pour le cheval, parce que moi je gère tout, je fais les caméras, l'interview, enfin je fais tout de A à Z, je suis tout seul, donc c'est quand même très intense, donc ça me permet en plus de me reposer entre mes tournages, de me reposer, de laisser souffler mon cheval. Après je pense aussi que j'ai un cheval qui a le caractère qui va, je l'aurais pas fait, et d'ailleurs mon deuxième cheval ne participe pas parce que justement il a un caractère qui est beaucoup trop sensible pour ça. Mon étalon Top Capi, c'est un guerrier, je sais qu'il est ok avec ça, j'ai vraiment fait attention à vérifier comment il se sentait au fur et à mesure de tout ça, et il s'en porte très bien, et ça nous a tellement rapprochés de vivre ensemble tout le temps et de se retrouver dans des galères parfois tous les deux, nous a vraiment créé une relation qui est d'une force et d'une intensité qui est extraordinaire. Le prochain, je ne sais pas si c'est une confidence, si j'ai le droit de savoir, si on a le droit de savoir ou pas, là, le prochain que vous allez voir comme... je ne sais pas si vous dites invité. Oui, prochain invité, c'est une bonne question. Il faut que je regarde sur mon planning. Alors, le prochain épisode qui sort, c'est un épisode avec Russell Higgins, c'est un très chouette épisode parce qu'on a tourné une partie de l'épisode en Nouvelle-Zélande sans le cheval. Je suis allé chez lui, il est néo-zélandais. Je suis allé chez lui le filmer avec ses chevaux. C'est un instructeur Parelli 4 étoiles, donc un top dans le monde, qui est spécialisé dans le travail en liberté, où il fait de la liberté avec plusieurs chevaux, qui est vraiment très très impressionnant. Donc ça c'est le prochain épisode qui sort. Après ça, le prochain tournage, c'est sans doute justement avec Elisabeth de Walsh, qui a donc été élève de Nuno Oliveira. Ce sera du dressage très classique, très respectueux des chevaux, donc ce sera une bonne occasion pour ton audience justement de découvrir une belle équitation classique et vraiment respectueuse des chevaux. Et si on veut en savoir plus sur l'évolution, sur le projet Évolution, ça se passe où ? Alors c'est sur projet-evolution.com, sans accent le évolution. Après, tous les épisodes que j'ai tournés avec des invités sont entièrement gratuits. Donc il y a un épisode de 20 minutes qui sort chaque mois. Là, on va arriver au 8e épisode, je pense. Ceux-là, ils resteront toujours gratuits, ils sont accessibles à tout le monde. Et j'y raconte vraiment ce que j'ai, le parcours personnel que j'ai fait, ce que j'ai appris de chaque rencontre. Ça présente l'invité et puis ça parle vraiment de ce que moi j'ai appris quand j'étais chez Andy Boots, toute cette frustration que mon cheval n'était pas du tout connecté avec moi et de me sentir vraiment comme nul et d'avoir l'impression de jamais y arriver. Toutes ces étapes par lesquelles je suis passé. Après, évidemment, il y a moyen de voir toutes les leçons que les cavaliers, tous ces invités m'ont donné avec mon cheval, plus des vidéos bonus où moi je donne des exercices à faire, où je montre avec mon cheval, plus un groupe Facebook privé, des questions-réponses, etc. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas que moi qui évolue, mais que tous les gens qui suivent le projet et tous les membres du projet puissent eux-mêmes réaliser leurs rêves. Et là, il faut s'inscrire sur la liste d'attente sur le site parce que le projet n'est pas ouvert tout le temps. Il n'y a pas moyen de s'abonner en permanence, justement pour nous laisser le temps
entre les moments où on ouvre en général 1 à 2 fois par an. Et le reste du temps, par contre, on se consacre uniquement à ce que les membres du projet puissent progresser. On leur offre vraiment du suivi. Quel que soit, c'est très beau parce qu'on a vraiment créé une communauté avec Cynthia qui gère le projet avec moi. On s'est retrouvés des tonnes de fois avec plein de larmes dans les yeux et plein de frissons parce qu'on regroupe des gens qui sont des cavaliers de dressage, des gens qui font de la balade, des gens qui ont des handicaps. On a quelqu'un qui nous disait, bah voilà, mon rêve à moi c'est d'être autonome avec mon cheval parce que la dame elle a la sclérose en plaques. Et puis quand elle nous écrit qu'elle nous dit, j'ai réussi à mettre toute seule le licol à mon cheval et elle était aux anges. Et c'est merveilleux parce qu'on regroupe comme ça des gens qui a priori se seraient jamais rencontrés, qui justement dans le reste du milieu équestre ont tendance à se tirer un peu à se dire ah non, le dressage moi je veux rien savoir, ouais, c'est juste des cavaliers de balade. Et ici on les regroupe tous, on leur permet d'ouvrir vraiment parce qu'on a parfois des gens qui disent ouais mais le dressage, et puis on leur montre en fait et ils ont la possibilité de découvrir ça à leur rythme. Et du coup, c'est très beau, quoi. C'est vraiment une belle communauté dont on est super fiers. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai chaque jour ce plaisir de me dire j'ai réussi mon pari de m'occuper de moi et de réaliser mes rêves tout en continuant à aider les cavaliers, presque même mieux que je ne le faisais avant, parce que quand je donnais une leçon particulière, c'était juste moi et le cavalier. Aujourd'hui, ce que je fais, je peux le faire devant plusieurs milliers de personnes. Et donc l'impact est beaucoup plus important sur le milieu équestre et sur la vie des chevaux et la vie des cavaliers. Ah, c'est chouette. Est-ce qu'il y a possibilité de te voir entre guillemets en vrai sur les terrains de concours quand tu suis d'autres cavaliers par exemple ou pas forcément? À une époque j'ai un peu suivi des cavaliers de compétition, plutôt d'ailleurs en Suède que quand j'en ai beaucoup de stages en Suède, et là j'avais pas mal de cavaliers qui étaient en compétition. Maintenant, je donne encore quelques leçons à des amis, mais plus vraiment au grand public, on va dire. Sur les concours d'équitation de travail, il est possible que je suis occupé à me préparer, en tout cas pour les concours d'équitation de travail. On s'est vraiment pris au jeu avec mon cheval. Et ça a toujours été une équitation qui m'a beaucoup attiré parce qu'elle a un côté fun, complet, très 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 complet. Et voilà, donc on se prépare pas tant pour le fait d'être dans la compétition en elle-même. C'est pour... on en revient au pourquoi en fait. C'est pour ce que ça me pousse à faire sur moi-même, à m'entraîner moi-même, à aller chercher dans mes difficultés que j'aurais tendance à laisser un petit peu de côté. J'aime ce travail que je fais sur moi-même, toute la préparation physique, même l'alimentation qui va derrière. J'aime cette idée d'expérimenter cet aspect-là, en tout cas, du côté athlète. Et de nouveau, effectivement, mon cheval est tout à fait OK avec ça et tout à fait avec moi là-dedans. Et on n'est pas... on fait ça vraiment ensemble et comme un partenariat, mais comme une expérience supplémentaire de se dire, tiens, si on s'investit vraiment là-dedans, jusqu'où on va pouvoir aller, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors j'ai une question qui n'a pas forcément à voir avec ce que tu viens de dire, mais ça reste plutôt concours et ça reste même concours de dressage. D'accord. Moi, c'est les épreuves à la mode Beuvron. Oui. Je passe régulièrement pour mon boulot, etc. Et moi, ça me fait toujours rire de voir les reprises libres en musique. Alors, rire au sens où c'est souvent des cavaliers qui sont déguisés. Et du coup, moi, c'était l'image du dressage que j'avais. La mode, si tu veux, c'est un peu le moment de l'année pour les clubs, pour les licences clubs. Et donc, toi, par exemple, par rapport à cette notion de dressage, est-ce que tu aimerais que ça évolue? Est-ce que tu trouves ça bien parce que ça rend accessible? Est-ce que tu as envie de voir autre chose? Qu'est-ce que tu proposerais? Écoute, je ne savais pas qu'il y avait des concours de dressage déguisés. Quoique en dressage, on est toujours un peu déguisé quand même avec notre tenue blanche et noire. Mais bon. Donc, je n'ai pas vu à quoi ça ressemble. Moi, j'ai une peur par rapport à ça, c'est toujours qu'on ridiculise les chevaux. J'aime bien le côté fun. Parfois, je trouve que... Et pour avoir
plusieurs amis qui font de la communication animale et pour être moi-même vraiment intéressé par le sujet, je sais à quel point les chevaux, et je le ressens aussi quand je les vois, ils aiment être valorisés. Je ne pense pas qu'ils l'intellectualisent comme nous, ce n'est pas de l'anthropomorphisme, mais j'ai suffisamment vu des chevaux qui ont ce déclic de fierté d'avoir fait quelque chose. Je sais que c'est discutable au niveau de l'anthropomorphisme, mais en tout cas, moi, je suis complètement à l'aise avec, okay, il n'y a pas de problème. Et du coup, voilà, j'ai toujours un peu peur qu'on en arrive à ridiculiser les chevaux en leur mettant des déguisements et des accoutrements qui les ridiculisent un peu. Ça, c'est une chose. Mais de nouveau, j'ai pas vu les épreuves, donc c'est difficile de donner mon avis par rapport à ça. Il y a une autre chose qui m'inquiète beaucoup par rapport à ça, c'est que si on a besoin de ça pour intéresser les plus jeunes au dressage, il y a un problème avec la manière dont on aborde le dressage. Parce qu'il ne faudrait pas non plus... Enfin, je pense, là, de nouveau, c'est ce que j'ai dit au début. Pour moi, la discipline en elle-même, elle apporte tellement de belles choses. Pour moi, il n'y a pas besoin de fioritures, de l'enrober. Il faut juste apporter ce qu'elle apporte réellement. Et j'ai donné cours à des enfants qui, quand ils commencent à avoir le cheval qui se met bien, ils le sentent. Ils ont la banane jusqu'aux oreilles. Ils sont heureux, les chevaux aussi. Donc, je ne voudrais pas que ça devienne un moyen de rendre la discipline plus intéressante et qu'on ne s'occupe pas du vrai problème qui est la manière dont on parle de la discipline en elle-même. Maintenant, à côté de ça, c'est sûr que le dressage en lui-même, les épreuves de dressage manquent terriblement de fun. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Pour moi, on met un carcan beaucoup trop... serré autour de la discipline, où il n'y a plus aucune liberté, où on est dans de la technique pure, et où même, même les RLM, quand tu vois à très haut niveau en Coupe du Monde, les RLM, le nombre de RLM où il y a une vraie émotion qui passe, il se compte à peine sur les doigts de la main, quoi. Sur le top 30, il y a peut-être 3 reprises qui sont un peu plus émotionnellement fortes. Et pour moi, là est le problème, c'est qu'à mon sens, si on veut vraiment revaloriser le dressage, d'une part, il y a l'éthique qu'on a vis-à-vis des chevaux, mais ça c'est vraiment très très compliqué à remettre en place. Et d'un autre côté, il y a de rendre qu'il y ait une émotion, quoi, qu'on ne soit pas dans de la technique pure. Sinon, on est en train d'arriver à ce qui s'est passé dans le patinage artistique il y a 10 ans, où on arrive à des notes de 9,9, 9,8 et où il ne se passe pas grand-chose émotionnellement parlant, quoi. Et donc forcément, ça incite beaucoup plus, tu vas sur n'importe quel salon ou festival aujourd'hui, il n'y a plus que de la liberté, parce que là, il y a un peu plus de possibilités de recréer une émotion, et ça a détourné les cavaliers, je pense, de chercher une belle équitation et de se rendre compte qu'il y a moyen de faire quelque chose qui soit beau, qui soit harmonieux avec le cheval à travers l'équitation aussi, quoi. Donc voilà, donc c'est en 2 parties, mais c'est sûr que rajouter un peu de fun, et je me souviendrai toujours d'avoir vu une compétition de surf il y a quelques années à Biarritz, et où je m'étais dit, mon Dieu, mais c'est vraiment la clé de ce qu'on devrait faire en dressage, parce que finalement, tous les surfeurs étaient dans l'eau en même temps, ils prennent leur vague chacun à leur tour, alors ils sont notés par des juges, mais le moment où ils donnent le classement, en fait, le public est déjà parti, parce que le public, il vient juste pour le fun de les voir tous dans les vagues. Et je me disais, on pourrait faire quelque chose dans le genre en dressage. Alors, c'est un peu utopique, évidemment, parce que le changement de mentalité va être phénoménal. Mais je me disais, on aurait 5-6 cavaliers en piste, on mettrait une chouette musique, on leur laisserait faire un peu ce qu'ils ont envie. Alors, ils seraient notés juste pour les sponsors, parce que c'est important pour les sponsors qu'il y ait un champion du monde. Mais en même temps, le public prendrait du plaisir à juste les voir monter, à se laisser aller, à faire des choses qui sont jolies. Je pense que il faut qu'on revienne en tout cas à quelque chose où il y a une vraie émotion qui passe, plus que juste de la technique, quoi. Bah, ça marche. Écoute, comme ça fait déjà un petit moment qu'on discute, je te propose de lancer la question finale, le mot de la fin. D'accord. Que je t'ai pas envoyé encore. D'accord. Mais ça va être simple. Donc c'est la question que je pose à tous les invités pour le mot de la fin. Si je te dis le lien entre un cavalier et son cheval, quel est le mot qui te vient à l'esprit ? Je dirais harmonie. Parce que c'est celui qui implique le plus de choses, qui est une harmonie forcément entre le cavalier et son cheval, mais qui est une harmonie à l'intérieur du cheval, qui soit en paix, qui soit bien dans sa tête, bien dans son physique, bien dans sa musculature, bien dans son équilibre,
que le cavalier soit bien avec ses émotions, soit en paix avec lui-même, soit en harmonie dans son corps, dans son équilibre. Donc c'est celui qui regroupe vraiment le plus de choses et qui met justement cette harmonie globale et qui fait qu'à ce moment-là, on n'a pas juste un beau cheval qui est harmonieux, qui est bien dans sa tête, on n'a pas juste alors je mets des gros guillemets, un bel humain qui est bien dans sa tête, qui se déplace bien, qui est dans une belle posture, et on met les deux ensemble et on a quelque chose à ce moment-là. Comme un couple à ce moment-là, c'est vraiment, ça maximise un peu le potentiel de chaque individu pris séparément et voilà, c'est le premier mot et la première réponse qui me vient à l'esprit en tout cas. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup Pierre. Merci à toi Angélique. Hello à nouveau. C'est la fin de notre épisode à la découverte du dressage. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez envie de vous réapproprier ce mot dressage pour le transformer en votre version à vous, du contact, de la légèreté, de la souplesse, enfin que sais-je. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions, me proposer des idées de personnalités équestres à interviewer, rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram @j'entraîne mon cheval. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. À bientôt!